scientifique, alors que lui, il en est le président. Fanny travaille avec nous aussi pour Future Dental Academy et elle a un rôle essentiel dans la coordination, les problèmes techniques et surtout l'éducation et la formation. Et je la remercie en général, mais là, je tiens à la remercier vraiment précisément parce que c'est grâce au support de Future Dental Academy et d'Armin que cette présentation peut être faite. Et c'est beaucoup grâce à Fanny qui a participé à tout ce qui a été les annonces qui vous ont été envoyées au système de transmission de cette session. Donc, un grand merci à Fanny parce que sans elle, je serais totalement incapable de réaliser cette présentation. Je tiens aussi à remercier un petit groupe de collègues français. Grâce à Fanny, on a pu organiser un petit groupe avec des collègues utilisateurs champions en France. Il était prévu de se rencontrer pour discuter ces différents sujets et puis malheureusement, les problèmes actuels et le confinement nous ont empêché toute réunion physique. Et donc, on a commencé à échanger sur les différents sites et réseaux et leurs remarques, leurs questions, la perception que j'ai eue d'une certaine gêne d'entre eux vis-à-vis de plein de problèmes en implantologie m'a confirmé l'idée qu'il pourrait être utile et rendre service de faire un petit peu le point de la situation actuelle. Alors, tout ça est organisé et prévu dans quelque chose dont je vous ai expliqué la réalité, qui est la notion de smarter implantologie. Et il y a un site, smarterimplantologie.com, dans lequel vous pourrez trouver un certain nombre de ces éléments. Et c'est une première puisque nous allons, dans les prochains jeudis, toucher des thèmes précis. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé en début d'après-midi, aujourd'hui, je souhaite prendre le temps de vous expliquer un peu les principes, c'est-à-dire la réflexion qui m'a amené à réfléchir à ce problème, comme je l'avais fait pour la formation pratique appelée Clinical Implant Training Concept, pour laquelle on souhaite, dès que possible, dès que les mouvements seront possibles, mettre en place des programmes de formation, mais aussi vous donner des éléments de réflexion plutôt fondamentaux et pas seulement techniques, mais aussi sur globalement quelle est la place de l'implantologie aujourd'hui dans la pratique en médecine dentaire et en gros quelle est la place ou les risques de la médecine dentaire en ce moment. J'en ai déjà parlé et je tiens beaucoup à le remercier aussi avec mon ami de longue date et collègue, le professeur Ali El Hamid, qui m'a initié à ces techniques de transmission. Je veux dire que j'avais refusé jusqu'à aujourd'hui d'avoir un compte Facebook et c'est pour pouvoir participer à ces formations que j'ai franchi le pas de façon très modeste parce que sans son aide et l'aide de Fanny, je ne serais pas capable de faire grand-chose. Mais avec Ali qui m'a beaucoup aidé sur la partie Facebook, on est très très proche depuis très longtemps dans notre vision et notre approche de l'implantologie. Et j'ai toujours le plaisir de suivre moi aussi ces présentations. Et je tiens à le remercier par son aide, je tiens à le remercier d'avoir déjà proposé de partager ces présentations avec un grand nombre de collègues qui le suivent et qui ont raison de le suivre. Et je sais que ça amène beaucoup de monde à regarder ces présentations et je tiens beaucoup à le remercier pour ça. Un petit mot aussi de remerciement pour mon ami Samir Doramchi qui, à Alger, conduit depuis plusieurs années un programme CITC. Et je sais aussi qu'il y a sûrement pas mal de collègues algériens qui ont déjà regardé le site, des présentations et qui sont probablement présents. Je leur fais tous, comme aux autres collègues, aussi bien du Maroc et de Tunisie, un grand coucou. Malheureusement, il y avait plein de choses prévues dans leur pays depuis au cours des derniers mois qui ont été impossibles, mais j'espère qu'on aura vite la possibilité de se déplacer. Donc pour le moment, on va pouvoir travailler avec les éléments de communication qui sont très utiles. Et donc, je voudrais juste avec vous reprendre les réflexions, les motivations, les problèmes, et on terminera par un des points techniques de l'implantologie où
on a aujourd'hui des connaissances suffisantes pour dire les habitudes anciennes, on peut les changer et on peut faire autrement, et en particulier travailler normalement dans son cabinet. Alors, le point de départ, il est simple. Hein. L'implantologie, c'est quoi? L'implantologie, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est la capacité de profiter de quelque chose que nous verrons plus en détail la semaine prochaine et qui a été appelé ostéo-intégration et qui est simplement le fait que de l'os des maxillaires accepte de cicatriser autour d'un corps étranger métallique, si possible en matériaux biocompatibles, en particulier en titane, éventuellement en zircone avec la compatibilité qui est aussi excellente, et que cette acceptation par l'os donne une stabilité qui permet ensuite de construire sur cet implant une structure prothétique. Donc, en fait, vous avez sur cette seule petite radio, globalement, la totalité de l'implantologie. L'implantologie, c'est de la prothèse. Personne, pas un patient n'a envie qu'on lui pose un implant. Les patients souhaitent qu'on remplace des dents qu'ils ont perdues. Un petit mot entre nous, qui a été cité par pas mal d'auteurs anciens, l'implantologie, c'est prévu pour remplacer des dents absentes. Ce n'est pas prévu pour enlever des dents et mettre des implants à la place, comme on commence à le voir malheureusement dans un certain nombre de situations. Point 2, l'implantologie, c'est quoi? L'implantologie, vous l'avez sur cette radio, c'est simple, c'est simplement mettre un implant à l'endroit unique où il doit être, de façon à être simplement le prolongement dans l'os de la couronne que vous voulez réaliser, c'est-à-dire que son positionnement doit être parfait en position et en axe, de façon à avoir le meilleur situation prothétique et le meilleur profil d'émergence. Et en gros, toute l'implantologie, c'est ça. Et probablement, c'est un des points sur lesquels on insiste le moins en ce moment. On parle de plein de choses, mais simplement poser un implant au bon endroit, qui est quand même la seule chose utile, et que vous êtes tous capables de faire, parce que c'est plus simple que de faire ce que vous faites d'habitude avec des instruments rotatifs qu'on utilise tous les jours et avec lesquels vous faites des choses beaucoup plus compliquées que de faire un forage calibré à un endroit particulier. Donc, en gros, l'implantologie, c'est quelque chose de très simple et on va en reprendre toutes les différentes étapes. Donc, l'idée, c'est que la seule chose qui compte, c'est le positionnement qui doit permettre de réaliser la structure prothétique dont on a besoin. Et si on regarde le bilan, et vous l'avez sur cette radio, c'est de façon évidente l'approche la plus conservatrice pour remplacer une dent. Tout ce que vous faites d'autre va léser les dents, soit en les taillant, soit en y appuyant des crochets, soit tout ce qu'on veut. Donc, on est en présence du moyen rêvé depuis le début de la dentisterie. On peut remplacer une dent sans s'appuyer sur les dents autour. Et si vous l'avez bien fait, en gros, quelqu'un qui regarde et qui fait un examen clinique ne voit pas de différence entre la dent qui est sur l'implant et les dents à côté. Et le plus surprenant, qu'on a appris aussi, parce qu'on avait la curiosité de ça quand on a commencé à travailler, c'est que le patient non plus ne fait pas de différence. Et alors que tout est différent entre un implant et une dent, une fois que le patient a sa couronne, au bout de quelques jours, il ne fait plus de différence entre ses dents naturelles et sa couronne sur implant. C'est donc quelque chose qui est simple, que vous savez tous faire, parce que remplacer une dent, c'est quand même quelque chose de facile et de simple, parce que vous connaissez tout, la forme, les places, etc. Donc, il n'y a pas besoin de faire grand-chose d'autre. Et puis, il reste une dernière chose, c'est est-ce que ça fonctionne? Parce que la question, elle a été ça pendant des années, et pendant des années, on s'est rendu compte que tous les gens qui avaient essayé de faire des implants depuis la nuit des temps, et en particulier beaucoup dans les années 50, n'avaient eu que des ennuis. Donc, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, oui, ça fonctionne, et ça, ce n'est pas nouveau. Ça fonctionne depuis, on le sait, de façon officielle, évidente, depuis ce premier article important publié dans une grande revue internationale lu par toute la profession, qui est cet article du groupe du professeur Bradmark, publié en 1981, c'est-à-dire 40 ans l'année prochaine. Et il y a 40 ans, ils ont présenté un article où ils ont attendu 15 ans pour suivre les résultats de ce qu'ils avaient fait. Et dans ce premier article, ils publient plus de 90% de succès après 15 ans.
Donc, dès l'acte de naissance, parce que ça, pour moi, c'est l'acte de naissance de l'implantologie moderne, c'est ce papier de Bradmark de 81 qui nous dit, oui, on peut mettre des structures métalliques dans les maxillaires, oui, on peut construire dessus de la prothèse, et 15 ans après, rien n'a bougé. Alors, ça fait 40 ans qu'on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Derrière, tout le monde se met à travailler. Et toutes les équipes commencent à travailler. Et comme ils ont commencé à travailler il y a longtemps, ils commencent maintenant à sortir des résultats à long terme. Et ça, c'est un papier du groupe de Danny Bouzer, qui est donc le responsable de la chirurgie orale à Berne, en Suisse. Ils ont pu suivre des patients chez qui ils avaient posé dans les années 80, 70 patients, 95 implants qu'ils ont pu suivre pendant 20 ans, et ils ont un taux de succès de 99,5 après 20 ans. Donc, c'est la confirmation de ce qu'avait annoncé Bradmark. 20 ans après, on a 90% de succès. Et qu'est-ce que signale le groupe de Bouzer dans leur article? C'est qu'ils signalent que ça a été fait avec les implants de l'époque, c'est-à-dire des implants qui avaient une surface rugueuse par adjonction de titane, c'est-à-dire les fameuses surfaces TPS pour ceux qui connaissent le problème, et qui sont aujourd'hui considérées comme des choses rétrogrades, anciennes, qu'il ne faudrait plus utiliser. Mais un truc qu'il ne faut pas utiliser et qui donne 90% de succès à 20 ans, moi je suis toujours d'accord pour l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'on a des taux de résultats très anciens qui sont très élevés, y compris avec des produits qui n'avaient pas la technicité des produits à ciel et des techniques qui étaient hyper simples. Parce que tout ce qui arrivait pour compliquer l'implanto est arrivé depuis. Donc ça a été fait de la façon la plus basique possible avec des produits qu'on dit dépassés et ça donne 90% de succès à 20 ans. Et puis vous prenez des gens qui sont des Scandinaves qui ont travaillé avec du Bradmark, avec des produits de chez Nobel de l'époque, c'est-à-dire le fameux implant Nobel qui est celui dont la surface est en titane non traité, on reverra ça la semaine prochaine. Là, ils ont réussi à suivre 20 patients, 123 implants sur 20 ans, et ils ont 99,2% de succès. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur conclusion? La fréquence des périimplantites, des échecs ou des autres complications sont très faibles. Si vous avez 99,2% de succès, il n'y a pas beaucoup de complications. Et aujourd'hui, on entend parler tous les jours que des drames que vont donner l'implantologie avec tous les ennuis qu'on va créer avec. Alors, il y a quelque chose, les gens ont changé quelque chose. Parce que ceux qui faisaient ça il y a 20 ans, ils arrivent à avoir 99% de succès avec des techniques très simples. Alors, il faut peut-être se demander, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a fait des choses différentes qu'on commence à avoir plus d'ennuis? Et peut-être que de temps en temps, il faut revenir aux bases. Mais ces bases, elles existent. Et ces bases, elles doivent supporter tous ceux qui souhaitent faire profiter, parce que l'implantologie est un avantage, faire profiter leurs patients des traitements implantaires, c'est une grande tranquillité sur ça marche à 90% à 20 ans et ça donne très peu de complications. Après, il n'y a jamais rien qui marche à 100%, il peut y avoir quelques petits problèmes et on verra comment on les évite et comment on les traite. Mais globalement, c'est probablement le traitement qui donne les plus hauts taux de succès de tout ce qu'on fait en médecine dentaire. Donc, c'est absolument merveilleux. Donc, ça veut dire qu'on a un traitement qui a été proposé il y a 40 ans. Dès la première présentation, on dit que ça donne 90% de succès à 15 ans. On a des résultats qui apparaissent maintenant de tout ce qui a été fait depuis, et à 20 ans, on a 90% de succès. Donc, la conséquence, elle est évidente. Dans le monde, tous les dentistes posent des implants tous les jours à leurs patients. Et bien, vous savez que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un vrai problème, puisque ça, c'est des chiffres qui viennent de donner un peu pour les financiers publiés par les fabricants qui veulent amener les financiers à investir dans leur système boursier en disant il y a un potentiel énorme. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel énorme. Ça, c'est des chiffres Nobel de 2003. Alors, on était très fiers parce que la Suisse était en tête, on était contents comme tout. Bon, probablement parce qu'on avait travaillé aussi un petit peu. Et puis, vous voyez que les pays européens, l'implanto, c'est européen. C'est l'Europe qui a toujours été en avance dans la totalité des produits implantaires. Mais il y a des grosses différences. Si vous regardez France-Suisse en 2003, on est à 4 fois le nombre d'implants par habitant posés en Suisse par rapport à la France. Donc, c'est vrai qu'il y a des systèmes qui ont pris des retards et ces retards, probablement, ils peuvent s'expliquer. Donc, vous voyez qu'il y a des grosses différences et qu'il y a des pays où il y a encore une très, très faible utilisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, point 1, on est content, on est les premiers. Super. Sauf que, on a posé combien?
En Suisse, on a posé en 2003, on a posé 80 implants pour 10 000 personnes. Si vous voyez et si vous commencez à penser que l'implant, c'est le meilleur moyen de remplacer toute dent absente, même si en Suisse, on ne perd pas trop de dents, 80 implants pour 10 000 personnes, ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe 10 ans après? 10 ans après, il y a des pays qui ont beaucoup, beaucoup progressé. Et les deux pays qui n'étaient pas dans le groupe européen qui ont le plus progressé, et ça, vous le savez probablement tous, c'est la Corée, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de fabricants d'implants maintenant venant de Corée, parce que la Corée est devenue très, très dynamique en implantologie. Le Brésil, qui n'était pas non plus un pays qui était en tête, qui a maintenant pris une grande place. Et puis, il y avait deux pays en Europe plus dynamiques que les autres, c'était l'Italie et l'Espagne. Malheureusement, les crises économiques et puis maintenant la crise sanitaire vont faire que probablement on est dans une période où l'Italie et l'Espagne vont avoir un peu plus de mal. Pour la Suisse, on était dans le peloton des Européens voisins, c'est-à-dire l'Autriche, l'Allemagne, éventuellement les Pays-Bas un peu plus bas, et puis le reste baisse. Si on compare France-Suisse, la France a rattrapé une partie de son retard. Elle n'est plus qu'à peu près la moitié et pas 1 pour 4 de la Suisse. Mais qu'est-ce qui se passe? La Suisse, en 2003, on posait 80 pour 10 000 et en 2013, on pose en gros 100 pour 10 000. On a progressé, mais on n'a pas progressé énormément. Donc ça veut dire que, et il y a des pays, vous voyez qu'il y a un énorme potentiel, parce que si vous regardez les deux plus grands pays du monde à équiper, qui sont la Chine et l'Inde, ils sont loin, 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 loin derrière. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme potentiel de développement, mais les choses ne se passent pas vite. Ce traitement a 40 ans. Et il a 40 ans de preuves de succès. On n'a pas amélioré les succès depuis 40 ans. Il y a 40 ans, ça marchait aussi bien que maintenant. C'est quoi le problème? Le problème, vous le savez tous, vous êtes chez vous, dans votre cabinet, il y a le praticien et il y a son patient. Et dans chaque domaine, il faut qu'il y ait une espèce d'accord, de sensation de bien-être, de confiance entre les deux pour que quelque chose se passe. Et la surprise, quand on analyse, et moi ça fait des années que j'essaye de suivre ça, c'est que de votre côté, au-dessus de votre patient, il y a les mêmes problèmes. Chacun est un peu inquiet, parce qu'on considère encore, après 40 ans, que c'est quelque chose de nouveau. Chacun a un peu l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Et chacun pense et sait, et ça c'est une réalité, que c'est quelque chose dont les coûts de réalisation sont plus élevés que les traitements conventionnels. Donc ces trois éléments-là font que il y a une espèce de doute, d'incertitude qui fait que ce n'est pas devenu routine, alors que ça pourrait devenir routine. Il reste un point supplémentaire, et malheureusement, vous le connaissez tous, c'est que cette inquiétude, cette complexité et ces coûts, ils ne sont pas dans le vide. Ils sont liés à quelque chose que tout le monde voit, tout le monde entend, tout le monde connaît. On rediscutera ça tout à l'heure. On ne va pas parler maintenant de la justification, mais simplement en termes de constat, aussi bien pour un dentiste travaillant dans son cabinet que pour un patient qui a l'habitude de venir dans son cabinet, ça, ce n'est pas comme d'habitude. Donc, c'est donc quelque chose qui apparaît nouveau, qui globalement est plus compliqué, parce que, vous voyez, ce n'est pas habituel de voir les gens équipés comme ça, même en période de Covid, on n'y est pas encore complètement. Et puis le patient, c'est normal qu'il soit un peu inquiet, on ne voit même plus sa tête, on ne sait pas où il est. Et puis, il est évident que si vous mettez tout ça, il est évident que quelque part, il y a des coûts correspondants. Et donc, de façon évidente, c'est plus compliqué et c'est forcément plus coûteux que de faire des traitements conventionnels. Et puis, il reste encore un dernier problème. C'est que du côté du praticien, il y a encore quelque chose qui manque. C'est la formation. Et que comme la formation, malheureusement, 40 ans après la preuve de succès, n'est toujours pas intégrée comme une formation de base qui devrait être donnée à tout praticien, pas lui en parler dans les écoles dentaires, pas lui faire des TP sur des mandibules en plastique, comme les gens qui sont fiers font, mais de leur faire traiter des patients avec des implants pendant le temps de formation, qui est le seul moment où on a un accès sous contrôle à des patients pour apprendre. C'est dans les écoles dentaires, avant le diplôme, que devrait se faire la formation en implantologie. Et malheureusement, avec Fanny, on a refait un tour en France l'année dernière, et qu'est-ce que nous ont dit tous les collègues diplômés d'1 an, ou en 5e ou en 6e année? Non seulement ils ont eu 0, mais on leur a fait comprendre qu'il ne fallait pas y toucher. Donc, 40 ans après la preuve du succès,
aucune école n'est encore capable de donner cet enseignement à des étudiants. Ce qui fait que tous les praticiens qui se retrouvent dans cette situation-là, eh ben, ils sont bien embêtés et il faut qu'ils trouvent d'une façon ou d'une autre un moyen de comprendre. Alors la première chose, c'est comprendre pourquoi c'est comme ça. Ben, c'est comme ça. L'autre dernier petit point que je n'avais pas montré, c'est que le patient, lui aussi, il a des informations bizarres parce qu'il en a entendu parler par quelqu'un qui s'est fait traiter, qui a trouvé que le traitement était pénible, était compliqué, était cher, et puis il regarde aussi sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, pour chacun, ça reste comme ça. D'où ça vient? Alors, ça vient de quelque chose, notre base de travail pendant les différentes sessions, c'est en même temps, en 1981, en même temps que la présentation des succès de l'ostéo-intégration, le groupe de Bradmark a présenté son règlement, ses recommandations. Comment faire pour obtenir ce succès? Et vous voyez que c'est eux qui, les premiers, ont montré cette façon de travailler qui est très différente de la fonction habituelle d'un cabinet dentaire. Donc, ils ont mis ça en place et dans la tête des gens qui ont voulu se former, plus un tas d'autres critères. Et tous ces critères, pratiquement, peuvent tous être repris. Et c'est normal, parce qu'en 81, c'était un principe de précaution. Ils voulaient limiter au maximum les risques d'ennui parce que l'implantologie sortait que de périodes d'ennui et il fallait qu'ils montrent que c'était différent. Et donc, probablement que cette rigueur a aidé au début de l'implantologie. Le problème, c'est qu'on est 40 ans après et que depuis 40 ans après, il y a eu des quantités de données scientifiques qui ont été établies, mais que malheureusement, l'apport de ces données scientifiques, pour la majorité des cas, n'a pas changé les habitudes. Et donc, qu'est-ce que fait un praticien aujourd'hui qui s'intéresse à l'implantologie? Alors, ça peut être n'importe lequel d'entre vous, ça peut être des plus jeunes qui sont encore en cours de formation et qui vont bientôt sortir, ça peut être des jeunes diplômés, ça peut même être des collègues qui ont commencé à faire un peu d'implantologie mais qui ne se sentent pas très à l'aise parce qu'ils n'ont jamais eu la vraie formation de base. Donc, qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque d'aller chercher des connaissances. Alors ça, on en a déjà parlé. L'endroit que tout le monde connaît, et qui est devenu quelque chose d'extrêmement performant et d'extrêmement important, c'est tous les grands congrès. Là, je vous ai juste mis ce qui se passe en Europe. Donc, en Europe, il y a le congrès de l'Académie européenne d'ostéo-intégration, il y a les congrès ITI, il y a le congrès et il y a en général des congrès de sociétés étrangères qui viennent faire des grands congrès en Europe. C'est des structures superbes. C'est des structures où il n'y a que des gens qui sont des gens de très haut niveau, qui viennent présenter, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent des choses qui sont leur activité, leur domaine, c'est très fragmentaire. Et puis, au cours d'une séance, vous avez plein d'informations différentes. Le deuxième problème, c'est que toutes ces structures sont soutenues par l'industrie, parce que sans l'industrie, ces congrès n'existeraient pas, et ces congrès sont aussi la base de toutes les grandes réunions commerciales de l'industrie. Autour de ces grands congrès, il y a une énorme exposition où vous avez tous les... Donc, on mélange une partie qui est plus, pour moi, une partie information qu'une partie vraiment formation. On ne peut pas se former à une discipline clinique à 5000 dans une salle. Alors, comme tous les collègues qui ont participé depuis le début au développement de l'implantologie et qui ont travaillé, j'ai participé pendant longtemps à ces grands congrès. Il est normal avec l'âge qu'on fasse plus appel à des jeunes, donc je ne dis pas c'est moi qui ai décidé d'arrêter, mais de toute façon, moi j'ai décidé de diminuer parce que je me rendais compte que ça ne servait pas à grand-chose. On ne pouvait pas donner des messages corrects et vraiment aider les gens. Donc, ça existe, c'est accessible, de moins en moins parce que les prix augmentent sans arrêt, mais ça peut rendre service pour un point de détail chez quelqu'un qui cherche quelque chose, mais ce n'est pas un endroit de formation. Alors, deuxième problème, on ne peut pas faire des congrès tous les ans, des grands congrès, et montrer toujours la même chose. Donc, il est évident que pour des raisons simplement d'attrait des gens, il faut sans arrêt montrer des choses nouvelles. Et comme l'implantologie, c'est simple, et qu'il faut attirer du monde, au bout d'un moment, il faut montrer autre chose que du simple. Et on commence à montrer des choses de plus en plus compliquées. Alors ça, c'est un double inconvénient, c'est que d'une part, ces choses ne sont pas accessibles à la plupart des praticiens, parce qu'elles nécessitent souvent là un vrai entraînement, formation clinique. Et puis deuxièmement,
elles ne sont pas forcément simples pour les patients, elles ne sont pas forcément agréables pour les patients, elles ne sont pas forcément sans risque. Alors, j'ai pris quelques exemples comme ça, mais il y en a autant qu'on en veut et dans tous les domaines. Mais juste pour vous dire que quelque part, comme je vous l'ai expliqué au début, en gros, on a tout fait à Genève. Et puis, la chirurgie guidée, on a arrêté parce que le rapport bénéfice-coût, il n'est pas favorable et ça ne sert pas à grand-chose pour les patients. Et en gros, pour faire un résumé rapide, avec des guides informatisés, j'ai réussi à poser à côté de la crête à la main. Je n'ai jamais posé un implant à côté de la crête. Moi, je suis un chirurgien maxillofacial d'origine, donc prélever de l'os, ça ne me pose pas de problème, mais j'ai complètement arrêté les prélèvements osseux, en particulier endobuccaux, pour l'activité implantaire, parce que, un, on n'en a pas besoin, deux, c'est désagréable pour les patients, trois, il y a des risques. Quant au socket shield et compagnie, c'est très joli sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, je ne me suis jamais amusé à jouer avec ce truc. C'est ça le problème, c'est que chacun montre un truc et puis après, il faut avoir le temps d'attendre 10 ou 15 ans après, est-ce qu'on le fait encore ou est-ce qu'on ne le fait plus? Donc l'expérimentation, c'est bien pour les équipes universitaires, c'est bien pour un tas de monde, mais ce n'est pas bien pour le praticien qui n'a pas le temps, l'expérience et qui, lui, prend tous les risques s'il y a un ennui. Donc le danger, c'est ça, c'est difficile d'apprendre et ce qu'on montre crée un peu des confusions parce qu'on a du mal à faire le filtre de c'est vraiment utile, ça ne l'est pas, etc. Vous avez le droit de lire, mais les revues, c'est pareil. Une revue, elle doit exister. Donc, une revue, elle ne peut pas continuer à exister dans un domaine en racontant toutes les semaines, non, mais c'est simple, et en montrant que des cas simples. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment ou à un autre, il faut bien trouver d'autres trucs. Alors, quand vous voyez des trucs comme ça dans une revue, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, il est bien évident que ça ne va pas leur donner envie de s'y mettre, et heureusement. Et puis, il faut vous dire la même chose. On peut poser des implants tous les jours pendant plus de 30 ans et jamais avoir besoin de s'amuser à faire des trucs comme ça. Donc, on se demande aussi à quoi pensent les gens, à quoi ils rêvent en termes de planification, en termes… Il y a des solutions beaucoup plus simples dans tous les cas. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui le font mal, etc. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut faire? Mais quand on voit que ça, quelqu'un qui est tout seul chez lui, il finit par se dire mais ce que je fais, c'est pas bien parce que tous les autres, ils font d'autres trucs. Il faut avoir la capacité de revenir aux bases. Et c'est pareil dans tous les domaines. Alors, le plus fréquent, et je suis sûr que vous en avez tous profité à un moment ou un autre, c'est le petit cours, c'est la conférence. Alors, c'est un petit cours ou c'est un grand cours, il y a plusieurs séances, c'est un cours système ou c'est même carrément un DU. Alors, première caractéristique, ça se passe toujours les week-ends dans une salle d'hôtel. Donc, si on apprenait la médecine et la médecine dentaire les week-ends dans les salles d'hôtel, on peut fermer les centres universitaires. Donc, il est évident que là aussi, on triche avec la réalité. On peut entendre des choses dans une salle comme ça, et vous voyez que les gens, ils sont attentifs, ils regardent bien l'écran, ils ont tourné vers le truc. OK, après, qui parle? Pourquoi cette personne est là et parle? Pourquoi elle a un micro? Il n'y a jamais des trucs qui se créent tout seuls. Il y a une organisation derrière ça. La majorité de ces cours, c'est des cours système. C'est organisé par une compagnie qui a besoin de montrer aux utilisateurs qui n'ont pas eu de formation comment faire. C'est normal. C'est pas choquant. Le seul problème, c'est qui parle. En général, un gros client de la boîte. Et est-ce que poser le plus d'implants, c'est être le plus compétent? Je sais malheureusement avec l'expérience que ce n'est pas vrai et que chacun va passer un message et que son message, il peut même être très bon. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas être tout seul. La fois d'après, il y aura un autre. La fois d'après, il y aura un autre. Et chacun va passer son message. Et son message, c'est quoi? C'est la façon dont il travaille. Et en gros, il est content de la façon dont il travaille et tout va bien. Le seul problème, c'est que la façon dont il travaille, ce n'est pas forcément celle dans laquelle vous allez travailler. C'est en général tous des gens qui sont dans des situations favorables, dans des beaux quartiers, qui traitent une clientèle particulière. Ça ne correspond pas à la réalité de la majorité des praticiens. Et leur activité, même si elle est très bonne, elle n'est pas transmissible. Parce que vous n'aurez pas les mêmes patients, parce que vous n'aurez pas les patients avec les mêmes moyens. Donc, on peut toujours prendre un petit quelque chose. Mais qu'est-ce qui rend les gens extrêmement confus, et c'est ce que j'ai appris avec le groupe français que je remercie beaucoup, c'est que chacun dit oui mais un tel a dit ça, l'autre a dit quelque chose, machin, et c'est qui un tel? Et pourquoi il cause? Et quelle est la raison pour laquelle il m'a raconté ça? Alors derrière, il y a toujours quelque chose à vendre. Alors c'est je me vends moi-même, c'est je vends un produit, c'est je vends une technique,
Il y a toujours quelque chose. Mais les gens qui sont en face, ils n'ont pas le moyen. Alors, ils en ont vu un deuxième. Pour eux, ils sont tous au même niveau. En formation dentaire, n'importe quel gars qui a un micro est devenu tout d'un coup un mec exceptionnel. C'est malheureusement pas la vérité, c'est malheureusement pas la réalité. Il y a des gens gentils, il y a des gens corrects, il y a des gens qui. Mais même quelqu'un qui est gentil, qui est correct et qui travaille très bien, s'il a une activité spécifique dans son activité à lui, elle n'est pas transmissible. Donc ce n'est pas un jugement de qualité, c'est un jugement de vous ne pouvez pas passer votre temps à écouter l'un, l'autre, machin. Ça va vous paraître terrible ce que je vais vous dire, mais ce que moi je dis aux collègues que je prends en formation vraiment pratique clinique, je leur dis essayez d'arrêter tout accès à tout ce qui existe dans les formations existantes parce que ça ne donne que de la complexité et ça n'apporte pas à progresser. Il faut revenir sur les bases et après chacun peut progresser pratiquement tout seul, sinon rien ne bougerait jamais. Et puis dans ces cours, on voit quoi? Eh bien, c'est la même chose. Personne ne peut vous dire, je vous le montrerai peut-être à un moment ou un autre. Pour moi, la plus chouette indication d'implant, c'est mettre 2 implants chez quelqu'un édenté pour lui stabiliser sa prothèse. On rend un service merveilleux, ça ne coûte rien, on peut faire ça chez tout le monde. Vous voyez des gens qui vous montrent à poser 2 implants pour stabiliser un complet? Il n'y a pas de risque, on ne fait pas de trapèze volant, ça ne rapporte rien, ça n'intéresse personne. Alors là, c'est pareil. Du haut on fort, je suis désolé, on a traité beaucoup d'édentés complets, y compris avec du fixe. On n'a jamais été obligé de jouer avec ça parce qu'on a toujours trouvé. Et là, dans ce cas-là, il est très facile de poser des implants postérieurs. On n'a pas besoin de ça. De la mise en charge immédiate, nous, on a fait tout. On l'a fait dans des études et on les a publiées. Et tous les cas immédiats, on les a arrêtés. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Le patient ne le demande jamais. On ne gagne rien, on lui fait payer en général des techniques plus compliquées où on fait 2 prothèses au lieu d'en faire une, etc. Mais le service patient est zéro, c'est un risque en plus pour un avantage zéro. Mais on ne voit que ça dans les cours. Ça, c'est un programme qui est un programme d'une société française. Ils veulent se donner du mal pour former les gens. Et même à la limite, ça leur coûte. Mais le bénéfice pour vous, il est extrêmement faible, voire même il est négatif. Et puis maintenant, on rentre dans ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, quelqu'un chez lui, qui peut être habillé que jusqu'à la ceinture, est capable de vous faire une présentation où il vous parle de ce qu'il veut. OK, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, j'ai pris des exemples comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est pareil, du simple, non. Personne ne va vous dire, je vais vous faire un cours pour vous montrer des trucs simples. Donc, c'est toujours des techniques compliquées. Alors, du zygomatique et du machin, tant qu'on en veut, de la prothèse, mais la prothèse, c'est aussi de la prothèse compliquée, où on vend quelque chose. Alors, en général, quand on vend quelque chose, c'est écrit. Alors, il y en a, ils vendent du laser. Bon, OK. Moi, je veux bien, jusqu'à présent, en endobuccal, le laser, je n'ai pas vu d'intérêt et d'utilisation. Ou on vend d'autres choses, des logiciels, etc. Mais on vend toujours quelque chose. Et donc, ça, vous devez le sentir. Et puis, cette vente, elle commence à devenir gênante. Ça fait 2 reprises que je tombe, parce qu'en général, à chaque fois que je fais un truc comme ça, je vais sur les sites, je regarde les produits et je regarde ce qu'ils expliquent. Je suis tombé la semaine dernière sur un truc de... Ah non, c'est le site que le professeur Elamide a montré dans les systèmes de planification esthétique. Et là, c'est un logiciel aussi de planification esthétique. Donc, c'est dans ce domaine-là que ça bouge. Dans les 2 sites, sur leur doc, vous trouvez quoi? À quoi sert le produit? Le produit va vous servir à augmenter le taux d'acceptation de nouveaux patients. Alors ça, c'est top de top. Ça veut dire qu'on n'est plus là pour dire, tiens, mon patient, il demande quelque chose. On est là pour dire, est-ce que j'ai un outil pour arriver à lui faire accepter ce que j'ai envie de lui faire? Et quand je dis ce que j'ai envie de lui faire, je suis vachement gentil. En fait, c'est est-ce que cet outil que je vais payer et qui est assez cher va me servir à augmenter le taux de ce que j'ai envie de lui vendre? Et malheureusement, ça marche. Donc, le problème, c'est que ça marche et que ça dépend que de vous. Ça dépend que de l'éthique professionnelle. Mais commencer à dire que j'ai besoin d'un outil pour essayer de vendre ce que j'ai envie de vendre à un patient, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est plus de la médecine. Et le choix, il est là aujourd'hui. Le choix professionnel, aujourd'hui, il est là. Alors après, ceux qui voudraient passer là-bas et qui disent, mais moi, j'ai besoin d'apprendre comment on fait, eh bien, c'est simple. Vous avez qu'à aller dans tous les cours et vous allez bénéficier. Allez, de la mandibule en plastique, c'est partout.
Si vous êtes un peu plus riche, vous allez avoir, selon les régions, du cochon ou du mouton. Et si vous êtes très riche, vous pourrez avoir une tête humaine dans une cuvette. Est-ce que vous réalisez, quand vous voyez ces images, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la formation clinique? Est-ce qu'un jour, il y a un patient qui va vous laisser prendre sa mandibule sur la table pour la tourner dans tous les sens, pour poser où vous voulez? Alors, je sais que les gens adorent ça, que les professionnels adorent ça. Tout ça est forcément soutenu par l'industrie parce qu'il ne peut pas y avoir le matériel parce que personne n'a le matériel. Donc, c'est toujours des court systèmes. Donc, il y a toujours un vendeur derrière. Ce n'est pas choquant de vendre des produits, mais il ne faut pas que vous l'oubliez. On n'est pas là pour m'apprendre quelque chose. On est là pour me donner envie d'acheter ce produit. Et donc, que vous preniez avec. Mais si vous pensez qu'en ayant joué avec une mandibule, quel que soit l'animal ou l'humain, vous avez appris à faire de l'implanto-clinique, là, il y a un énorme problème. Et donc, si vous mettez tout ça, ben vous vous rendez compte qu'en gros, ben rien ne change. On est 40 ans après. Ça, c'est une image que j'ai prise qui vient d'un collègue que je connais bien d'ailleurs, qui a monté un système de formation en implanto, et c'est les images de comment il montre. Donc, pour tout le monde, ça reste un truc bizarre, ça reste un truc compliqué, et c'est forcément cher. Et ça ne bouge pas. Et donc, en parallèle aux techniques, eh ben, l'industrie, elle est là derrière, et elle produit, elle produit, elle produit. Et elle produit des choses dont tous les jours on dit ah c'est un peu mieux, c'est machin, ces trucs, le nouveau mateur, le ok. Sauf que dans tous les domaines ça existe et dans tous les domaines chaque nouveauté est un peu plus chère que l'année d'avant. Donc tout ça augmente la charge et cette charge il n'y a qu'un seul endroit où il y a quelqu'un qui va le payer, c'est le gars qui est sur le fauteuil. Et donc on comprend que c'est cher et que les gens ne peuvent pas le faire. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de réagir? Heureusement qu'il y a une possibilité et il faut réagir. Alors ça vient des États-Unis, où ils se sont rendus compte qu'en médecine, les mécanismes sont les mêmes. Les grandes compagnies, aujourd'hui, sont gérées par les mêmes structures, par les mêmes financiers qui ont la même attitude. Et qui essayent de vendre le plus possible. Et c'est normal, c'est leur job. Et ils le font très bien. Et donc, les professionnels se retrouvent avec une quantité de produits, de techniques, tous relayés par des professionnels, et qui donc, le praticien de base, il dit, bah, si le prof machin, il me parle de ça, c'est que c'est sûrement bien, rien, et tout le monde finit par dire, mais il faut que j'ai tout ce matériel, il faut que je fasse toutes ces techniques. Et donc, la réponse américaine à cette augmentation sans limite actuellement, c'est de dire, stop, il n'y a qu'une seule chose importante, c'est le patient et son praticien. Et c'est quoi? Le patient, il attend de son praticien un service, et il lui fait confiance. Et le rôle du praticien jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ce patient me fait confiance, donc je vais répondre à son besoin le mieux possible. Et ça, c'est de la médecine. Mais faire plus, c'est pas toujours meilleur. Et d'utiliser tous les traitements, toutes les techniques, tous les machins qu'on nous propose tous les jours, ça peut rendre service pour un cas, mais sûrement pas à proposer à tout le monde. Donc, il faut revenir à la base de la médecine. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Pendant les semaines prochaines, on va parler technique, on va parler tout ce que vous voulez. Mais la technique toute seule, s'il n'y a pas la mentalité et l'éthique avant, elle ne sert à rien. Le plus important, c'est l'éthique et que vous décidiez de quel côté de la barrière vous vouliez être. C'est simple. Après, toutes les excuses sont des fausses excuses. Le choix, il est simple et je vais vous montrer pourquoi. Et donc, pourquoi on est passé à Smarter Implantologie, à Smarter Dentistry? Parce qu'en Suisse, on a l'habitude de faire très attention à tout ce qui se passe un peu partout. On est très en relation avec l'international, on est très proche des États-Unis. Et donc, mon collègue de médecine interne, qui était le professeur Gaspo, qui, comme moi, a pris sa retraite il y a 2-3 ans, ayant vu ce modèle américain, voyant la dérive de ce qui était en train de se passer aussi en Suisse, a décidé de dire je veux faire la même chose. C'est-à-dire, essayons d'être logiques, essayons d'être raisonnés et essayons de décider ensemble. Je ne décide pas tout seul ce qui est bon pour mon patient, je décide avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit, qui est quand même important et que vous pouvez transmettre directement dans notre domaine? Un nombre croissant de traitements dispensés et d'examens effectués nuisent plus aux patients qui leur sont bénéfiques. Et dans une activité médicale, c'est quoi ça? Il dit il convient de remédier de toute urgence à cette situation. Smarter Médecine adhère au principe selon lequel un traitement ne doit être suivi que s'il est effectivement utile. Pour moi, c'est un bonheur absolu. J'essaye de faire ça depuis 40 ans. Et de dire, mais d'autres commencent à s'en occuper, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il écrit dans son titre, Gaspo?
Il écrit, et on en reparlera au moment d'un sujet très chaud. Est-ce que les médecins ont besoin de pression politique pour supprimer leurs interventions inutiles? Eh bien, vous pouvez vous poser la même question. Est-ce que vous êtes capable tout seul de décider de ne faire que les choses raisonnables et utiles pour vos patients, ou est-ce que vous êtes tenté par la mode, par la pression, par le machin, et que vous allez prendre l'outil qui va vous servir à les convaincre? Quand on voit une pub comme ça, on devrait dire ce produit-là, même quelle que soit sa qualité, je ne l'utiliserai jamais. Vous êtes les consommateurs, vous avez le pouvoir. Si vous décidez de boycotter toutes les firmes dont le comportement n'est plus conforme à l'éthique médicale, c'est vous qui gagnerez. Parce qu'il n'y a que le consommateur qui compte. Le seul endroit où il rentre des sous, c'est vous qui les faites donner à votre patient. Donc, si vous décidez de changer, l'industrie changera. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, croyez pas que vous subissez. Quand on dit on subit, ça veut dire j'accepte. Si on n'accepte pas, on se bat. Regardez ce papier. Je l'ai déjà pris dans le titre, dans la présentation sur les complications, mais il est encore plus grave. Parce qu'il parle de la médecine dentaire. Et il n'est pas écrit par quelqu'un de la profession. Il est écrit par un professeur d'éthique d'une université allemande qui a été publié dans la revue mensuelle suisse parce qu'ils savent qu'en Suisse, on fait attention à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il est de plus en plus important pour la médecine de respecter l'autonomie du patient. Le médecin devrait éviter dans toute la mesure du possible de décider lui-même ce qui est bon pour son patient et encore plus d'essayer de trouver un outil pour le convaincre. Et il dit ce dernier est d'ailleurs de plus en plus reconnu en tant que client plutôt que patient. Et est-ce que vous avez vu son titre? Son titre, c'est La médecine dentaire entre médecine et industrie de l'esthétique. Et il écrit Les insuffisances de l'éthique devant le boom de l'esthétique en médecine dentaire. Et les deux logiciels dont je viens de vous parler sont des logiciels d'esthétique. Ça veut dire que les gens à l'extérieur du domaine s'en sont déjà rendus compte. Et regardez la dernière phrase parce que c'est la plus importante, c'est la plus grave et c'est celle qui risque d'arriver. Par des conseils, par son travail de conviction, le médecin dentiste rendrait bien souvent à ses patients un bien meilleur service qu'en faisant quoi? Qu'en pratiquant une intervention invasive qui recèle des risques nombreux et qui est coûteuse. Et il finit, et dans ce cas-là, il ne remplit en tout cas pas sa mission de médecin. Donc le choix, il est là. Le choix de la profession aujourd'hui, il est là. Est-ce qu'on abandonne les mauvaises pratiques et on devient des médecins? Ou dans quelques années, il n'y aura plus de dentistes. Il y aura des technico-commerciaux engagés par des grands groupes, tenus par des structures financières. Toutes les autorités le veulent, donc c'est à vous de résister. Et n'oubliez pas une chose, c'est quoi un bon traitement? C'est celui qui est adapté, qui n'est pas invasif, qui est économique pour répondre à la situation individuelle de chaque patient. Les techniques, les appareils, les produits, c'est que des aides et ça ne peut pas remplacer la compétence clinique des praticiens. Donc, Smarter Implantologie, c'est ça. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que ça fait 30 ans que je fais ça à l'Université de Genève. Ça fait aussi des années que je suis maintenant responsable de l'éducation pour l'Académie suisse d'ostéo-intégration et que mon idée, c'est de passer à cette implantologie minimalement invasive et si possible conduite par la biologie et pas conduite par de la mécanique, ça on le verra autour de tous les cas. Et donc de supporter le fait qu'on doit optimiser l'utilisation des implants. Tout ce que je vous présenterai au cours de ces séances sera toujours basé sur l'évidence base médicale. C'est-à-dire pas le bas de la pyramide avec quelqu'un raconte une histoire, mais il n'y a rien pour le prouver. Ça peut être génial. Mais si c'est génial, qu'ils se donnent le temps, comme on l'a fait nous, de faire les études, puis des études plus grandes, puis des études contrôlées, pour arriver aux revues systématiques de la littérature. Mais bien sûr, il faut du temps. Et donc, tant qu'il n'y a pas de temps, les choses nouvelles, il faut les laisser aux expérimentateurs. Ce n'est pas à vous de faire l'expérimentation et vos patients ne sont pas des rats de laboratoire. C'est ce qu'on a fait à Genève. Et on l'a fait depuis 1987 avec quelque chose qui est quand même simplement pour vous montrer la différence, si vous voulez voir une différence. On a créé le groupe en 87. Dès ce moment-là, on a dit c'est un truc génial, il faut le rendre utile à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait? Depuis le début de notre activité, tous les cas d'implants ont été mis sur les fauteuils des étudiants dans les cliniques étudiants. Depuis maintenant 87-89,
Tous les étudiants, avant le diplôme, ont suivi des patients, ont mis des implants dans les plans de traitement, petit à petit que des implants dans les plans de traitement, on fait la planification eux-mêmes, on fait les bilans préopératoires eux-mêmes, ont assisté, participé, voire de temps en temps réalisé les interventions, et ils ont tous fait la réhabilitation prothétique. Pourquoi on est la seule école au monde à l'avoir fait? Tout le monde pouvait le faire. Et tout le monde peut le faire demain. Mais j'attends que demain, dans toutes les cliniques, il y ait des cas d'implants traités par les étudiants. Donc l'implantologie, minimalement invasive, c'est ça. C'est ne garder que ce qui est basé sur l'épreuve pour permettre d'obtenir les meilleurs résultats dans les conditions techniques et économiques les plus favorables. Et donc, est-ce que c'est possible? L'idée, c'était, la médecine dentaire, on sait ce que c'est. Un patient, il sait ce que c'est. Pourquoi il faut avoir un truc qui est complètement différent quand on fait des implants et pourquoi et le praticien et le patient, ils se trouvent dans des conditions différentes? Eh bien, ça, nous, on l'a fait parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. C'est la réalité depuis longtemps, parce que notre article en réalité clinique, il est disponible, je crois, sur le site de Smarter Implantologie, l'article complet. Depuis 2008, on a publié qu'on peut faire de l'implantologie dans les mêmes conditions qu'un cabinet dentaire habituel. Vous voyez, ça c'est un collègue, c'est un spécialiste en paro, il est enseignant à la fac, là il est dans son cabinet privé au centre de Genève, où il traite que des patients genevois allant plutôt bien et vivant dans les beaux quartiers, et il a son petit kit d'implants et sa panoramique sur sa petite table. Point stop. Et il pose des implants, et il en fait pratiquement tous les jours. Donc vous voyez la différence? Donc ça c'est réalisable. Donc le message, et ce qu'on va revoir au cours des différentes séances, c'est quoi? Le premier message, c'est l'implanto, ce n'est pas le bricolage chirurgical qu'on voit partout et tout le temps. L'implantologie, c'est simple, c'est un traitement prothétique. Toute la base est prothétique. Le deuxième point, qui est le message essentiel d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de faire dans aucun domaine la moindre différence entre je fais un implant ou je fais autre chose. C'est vrai pour le bilan pré-op, on le verra. C'est vrai pour la pose des implants, on va le voir tout de suite. C'est vrai pour les délais de cicatrisation comme dans toute activité chirurgicale et on doit les respecter parce que c'est de la biologie. C'est vrai pour la prothèse qui est même plus simple que la prothèse sur pilier naturel. C'est vrai pour le suivi à long terme qui n'est pas plus compliqué, qui est le même. On ne fait aucun suivi différent sur aucun implant que sur les autres. Et même si tout va bien, et même si on a plus de 90% de succès à 20 ans, il peut y avoir des complications et des échecs. Il faut les connaître, il faut les prévenir, il faut les traiter. Comme vous le faites tous les jours pour n'importe quel autre traitement, il n'y a aucune différence. Donc, la réalité, c'est ça. Et c'est ce qu'on montre. Et la formation clinique, ce n'est pas des têtes de moutons ou ce n'est pas des têtes de cochons. C'est un patient avec le collègue qui s'occupe de ce patient et on lui montre comment faire. Et la semaine d'après ou 2 cas après, il passe de l'autre côté et c'est lui qui fait. On ne peut pas faire de la formation clinique autrement. Tout ce qui est formation et qui n'a pas ça de façon continue et régulière, pas un cas. Un cas, ça ne sert à rien. Le nombre de trucs, c'est que maintenant, si vous êtes assez riche, vous pouvez aller au Brésil poser des implants chez des gens qui n'auront jamais de couronne dessus. C'est une honte et ça ne sert à rien. C'est des gens que vous n'avez jamais vus, que vous ne reverrez jamais. C'est une honte absolue. Là, ce patient-là, c'est le patient de la collègue. Elle le connaît, elle a préparé avec lui. On fait le cas avec elle, comme on le fait de n'importe quel geste dans un cabinet dentaire normal, sans rien. Et ça, c'est le CITC, mais c'est que de la formation clinique avec des coachs qui accompagnent, parce que c'est la seule façon de faire. Alors, on va prendre juste un point, parce qu'il faut qu'on aille vite, on va prendre juste un point. Alors, vous avez eu tous les points, mais on va prendre un simple, on va prendre l'image. En 1981, les gens de chez Brandmark nous ont dit, voilà, vous faites de la dentisterie tous les jours, l'implanto, ça doit se faire comme ça. Et donc, moi, j'ai été, comme beaucoup de gens, en 87, j'ai été à Göteborg parce que c'était là où tout se passait. Donc, j'ai fait une période à Göteborg pour travailler avec les collègues là-bas et apprendre. Et je vous promets qu'à l'époque, ça c'est une photo d'un des articles de Brandmark, il travaillait comme ça. Le patient était totalement emballé, tellement ils avaient peur que la moindre chose puisse venir contaminer leur implant et l'empêcher de se réintégrer. Il faut des patients très tolérants ou très bien prémédiqués. Ils mettaient même des tubes d'oxygène sous les champs pour que le patient arrive quand même à respirer quelque chose. Parce qu'une fois qu'il est comme ça et que vous lui mettez de l'eau dans la bouche, on se demande avec quoi il respire. Alors heureusement, très vite,
le groupe du professeur Van Silberg en Belgique, qui était le plus grand centre Nobel en Europe, hors Suède, a publié en 97, non, ce n'est pas nécessaire, on peut travailler autrement, mais ils ont gardé ça. Et ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Et ça, c'est ce qu'on continue à voir dans beaucoup d'endroits. Et ça, c'est évident, ce n'est pas de la dentisterie classique. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Eh bien, on a fait comme tout le monde. On est des bons élèves, on nous a appris qu'il fallait faire comme ça, et on a fait comme ça. Et c'était facile, j'avais des blocs, j'avais des infirmières de salle d'op, j'avais des grands stérilisateurs qui permettaient de stériliser du linge, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore avec les champs qui viennent de Chine, on était encore avec du tissu qu'on nettoyait chez nous, et on n'a jamais mis de trucs collés sur la tête des patients, mais on travaillait comme ça. Et on était très contents. Et ça fonctionnait très bien. Et on avait d'excellents résultats. Première chose, c'est facile de voir une photo. Mais travailler en conditions d'asepsie chirurgicale, si on n'y a pas été formé, et si possible formé quand on est tout petit, eh bien, on a du mal à le faire et on a du mal à comprendre. La seule première façon, c'est que déjà, il faut s'équiper, il faut que quelqu'un aide. Et une fois qu'on a une tenue stérile, il y a des règles. On ne touche plus rien avec ses gants et les mains, elles ont pas. C'est comme la boxe, hein, la chirurgie. Les mains, elles n'ont pas le droit de descendre sous le niveau de la ceinture. Parce que tant que vous gardez vos mains comme ça, vous savez que vous n'avez rien touché. Dès que vous vous laissez pendre un peu, vous savez plus ce que vous avez fait. Donc, dès que vous voyez quelqu'un qui s'équipe, moi, il me faut moins de 5 minutes. Et je sais que tous les gens qui sont rentrés dans ma salle d'op, en moins de 5 minutes, ils avaient tous fait une faute. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été fabriqués comme ça, ils n'ont pas été habitués, ils n'ont pas été entraînés, ils ne l'ont pas fait depuis le plus jeune âge, c'est très dur. Et donc, le résultat, on le voit. Ça, j'ai pris que des images qui sont de la pub de système de formation. Alors oui, c'est génial. Alors, vous avez l'image tout à l'heure. Un planteau, un grand négato, parce qu'à l'époque, c'était de la radio analogique, et que des scanners. C'est un couple, ça va avec. OK. Et puis, ils sont tous bien habillés, ça fait chic. Et puis, regardez la Miss numéro 3, là, elle est habillée tout pareil. Sauf que sa main, elle se gratte soit le ventre à elle, soit le dos de son copain. Ce n'est pas prévu dans l'asepsie chirurgicale. Et puis, avec son autre main, qui a aussi un gant stérile, elle est en train de régler la caméra. Alors, si vous avez des caméras qui sont capables de sortir d'un stérilisateur, vous me les montrez, parce que moi, je n'en connais pas. Donc, ça veut dire qu'elle est déguisée. Et ça veut dire que les deux à côté s'en foutent complètement de ce qu'elle est en train de faire. Donc, on est bien habillé, et au bout de 2 minutes, tout ce qu'on a payé, le temps, le matériel, est par terre parce que ça ne sert à rien. C'est pas qu'un seul, je peux vous en montrer autant qu'on voulait. Et encore, c'est que des photos. Si je pouvais vous montrer des vidéos, vous vous rendriez compte de la grâce. J'ai vu des charmantes dames qui se recoiffaient avec les gants quand un monsieur les regardait. Plein de trucs comme ça. Regardez, ça c'est un collègue qui faisait de la formation en France. Il y a tout là-dessus. Lui, il a les poils au-dessus de la casaque. La nana, elle a ses gants stériles sur le bonnet et sur la tronche du patient. Elle a, même maintenant, avec le Covid, on sait quand même que son masque, il faut aussi le foutre sur le nez. Et quant à l'autre, avec ses gants stériles, il est aussi en train de régler la caméra. C'est 100%. Regardez, celui-là me plaît encore mieux. Celui-là me plaît encore mieux. C'est aussi une pub d'un truc de formation, de cours de formation en implanto. Vous voyez d'ailleurs, l'opérateur, il a même le micro parce qu'il est en train de parler à ça. Alors, si vous coupez l'image en deux, c'est top. Il est vachement bien équipé. Il a tout. Il a la casaque, il a les gants stériles, il a tout. Puis vous regardez son assistante. On voit bien que ce n'est pas le même niveau, l'assistante et le docteur. Hein. Donc l'assistante, elle n'a pas de casaque, elle n'a pas de gants stériles, et on bosse ensemble. À quoi sert le déguisement de l'autre quand la fille qui est en train de l'aider, elle est dans une tenue comme effraie et des amalgames? Eh bien, personne ne réfléchit. Les gens, ils sont habillés, ils croient qu'ils se font de la chirurgie. C'est une horreur. Alors, moi, quand j'ai vu ça, au bout d'un certain temps, j'ai dit, hey, les gars, quand même, il y a un problème. Puis nous aussi, on avait des problèmes. Parce qu'on essayait de travailler stérile. Puis de temps en temps, vous avez un patient, on fait quoi? Celui-là, si vous lui proposez de le raser comme font les orthopédistes, il part. Hein. Il ne remplacera pas sa moustache par un implant. Et puis, quand vous avez des patients comme ça reste stérile pendant combien de temps ce que vous êtes en train de bricoler? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais là, franchement, on fait des trucs, mais c'est stupide. Donc, on peut tous faire des trucs stupides. Et au cours de ces séances, je vous montrerai tout ce que j'ai fait de stupide. Le seul problème, c'est que j'ai essayé de regarder et d'apprendre. Et on a appris très vite. En 93, les gens de New York, Scherf et Tarnow, ils se disent, mais
Nous, on a essayé, et qu'on soit en tenue chirurgicale dans un bloc ou pratiquement en costume, comme travaillent les Américains sur un fauteuil, c'est pareil. Et puis les gens disent, ouais, mais cette étude, elle n'est pas bonne, elle n'est pas comparative, c'est pas dans les mêmes sujets. Alors nous, on l'a fait, la comparative. Alors on s'est mis dans notre série, comme on travaillait, propre, stérile, kazakh, machin, puis je vous promets que les gars, ils bossaient bien parce que je suis impénible. On a publié ça en 2000 dans le journal of Clinical Perio. Qu'est-ce qui s'est passé? 400 implants, 200 patients, 4 échecs. Vous voyez, on est à moins de 1% d'échecs immédiats, c'est pas mal. Donc on était content, on n'avait pas de raison de changer. Et puis moi j'ai dit, j'en ai marre, tout ce que j'ai vu, ça me fait dire que ça ne sert à rien. Allez, on pose tout. On n'a rien gardé, on a juste gardé notre paire de gants et le champ sur le patient. Et vous voyez que le champ sur le patient, il ne va pas rester stérile longtemps parce que tout le monde va le toucher avec son gant, son machin, son truc. On a fait aussi un peu plus de 400 implants chez presque 200 patients. Zut, on a 4 fois moins d'échecs. Alors, ça ne veut pas dire que plus vous êtes sale, mieux ça marche. Mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas de relation entre la tenue et les résultats. Et que vous soyez en asepsie classique comme vous faites tous les soins, c'est pour ça qu'on est passé comme ça. On s'est dit, mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi? Alors, après, on a fini par dire, mais est-ce que c'est le chapeau qui change quelque chose? Probablement pas. Est-ce que c'est le pyjama qui change quelque chose? Probablement pas. Est-ce que c'est le fait qu'on est dans une salle qui fait quelque chose? Probablement pas. Donc, on a dit aux collègues qui bossaient en cabinet, vous bossez comme ça, eh ben, on va faire une étude. On a pris plus de 2000 implants posés dans 3 cabinets, chez des gens qui travaillent comme ça, exactement comme les soins dentaires de tous les jours. Ils n'ont pas passé, maintenant ils passent les surfaces à la javel, mais c'est le Covid, ils n'ont pas nettoyé avant. Ils ont fait comme tout, comme le reste, comme d'habitude. Top. 99,5 de taux de succès d'ostéo-intégration. Ils sont meilleurs que nous dans notre salle d'op. Donc, en gros, on a la preuve absolue que ça ne change rien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui compte? Ce n'est pas un cas. Donc, la même collègue, eh ben, elle a fait sa thèse de mémoire de maîtrise universitaire de l'Université de Genève. Et je vous promets qu'à Genève, faire une thèse, ce n'est pas simple parce que ça passe dans les mains de tout le monde, de 3 ou 4 experts en dehors du département pour tout surveiller. Donc, les gars font gaffe. Et donc, un travail de mémoire de maîtrise, c'est un boulot qui est très contrôlé. Et donc, elle a repris toute la littérature. Il n'y a pas un article qui s'est intéressé à ça qui ne disent pas la même chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la preuve par tout ce qui existe sur le plan scientifique que de mettre autre chose que ce qu'on met tous les jours pour faire des soins dentaires dans un cabinet n'a aucune relation avec les taux de succès. Alors malheureusement, tout le monde ne le sait pas, ou tout le monde ne veut pas le savoir, ou tout le monde ne veut pas lire, ou tout le monde ne veut pas apprendre, ou ça fait bien de s'habiller, ou ça fait chic, ou ça impressionne le patient, ou le patient il pense que c'est plus compliqué, donc, etc., etc. Et là, c'est de moins en moins glorieux. Mais il est évident que vous pouvez tous, chacun d'entre vous, décider, ça ne sert à rien, et tout ce que je dépense pour rien, en temps et en matériel, ou j'améliore ma rentabilité, ce qui est bien, ou j'en fais profiter mon patient, ce qui est pas mal non plus, mais j'arrête de dépenser du temps et de l'argent et de polluer la planète avec des Kazakhs en tissu qui traversent le monde pour rien, pour aller dans nos poubelles et faire encore des déchets, pour rien. Et ceux que vous voyez faire comme ça, dites-leur. Et là, vous verrez, est-ce qu'ils le font parce qu'ils pensent que c'est utile ou est-ce qu'ils le font parce que ça leur rend service ou que ça leur fait plaisir de faire les chirurgiens? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça fait 10 ans que ça devrait être fini, ça, et ça continue. Alors, ça, c'est un jeune collègue, il est installé en France, il est venu faire sa formation chez nous à Genève, il avait été formé en France, il passe mon temps à me dire, mais depuis que je suis rentré en France, je me dis, mais ils sont fous de continuer à faire comme ça. Et je vous promets que ce n'est pas que dans ce domaine-là, c'est dans tous les domaines qu'on va aborder. Donc, tout a changé. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de déguisement, on gagne du temps. Le patient, c'est un cas normal. C'est ce que le dentiste me fait tous les jours sur son fauteuil. Il n'a plus peur de rien, il voit ce qui se passe, il voit qu'est-ce qui est autour. Donc, il n'y a que des avantages. Aujourd'hui, on a la preuve scientifique que ça peut être fait sans aucun inconvénient. Donc, continuer à faire autrement, il faut avoir d'autres raisons que des raisons scientifiques ou médicales. Donc, vous êtes tous des acteurs, à vous de réfléchir,
de quel côté de la barrière vous voulez vous mettre. Et tous ceux qui disent « Ah oui, mais quand même, les patients me demandent », lui aussi, il me disait ça. J'ai dit « Écoute, c'est honteux. Si tu n'es pas capable d'expliquer à ton patient que tout ce qui se fait autour, c'est du cirque et que celui qui a raison, c'est toi, tu ne mérites pas ton titre de médecin. » Et c'est fini. Maintenant, il explique à ses patients. Ses patients ne sont pas par hasard sur son fauteuil. Ils sont là parce qu'ils ont confiance en lui. Et s'il leur explique « je fais comme ça et tout marche bien », il sera content. Et le jour où vous aurez plus de 99,5 de succès, quel que soit le truc que vous mettez sur le dos, on peut rediscuter. Mais nous, on l'a établi depuis des années et donc on est tranquille. Donc le message, c'est ça. Le message, c'est qu'il existe aujourd'hui des éléments forts qui montrent qu'on a des éléments scientifiques qui permettent de changer nos pratiques. Ensuite, le choix, il sera à chacun. Ou vous décidez de dire oui, d'accord, je veux bien appliquer une attitude médicale qui correspond à l'état d'esprit de Smarter Medicine et donc de Smarter Implantologie et donc de Smarter Dentistry qu'on est en train de mettre en place avec le professeur Gaspo à Genève pour garder une pratique médicale en limitant tout ce qui est inutile, ou bien vous avez d'autres raisons de le faire, mais là c'est votre problème et là moi j'y peux plus rien, c'est quelqu'un d'autre qu'il faut voir. C'est pas un médecin qu'il faut voir, c'est quelqu'un d'autre. Donc le message il est là et je vais m'engager à ce que pour chaque autre domaine qu'on traitera, on le fasse de la même façon. Il y a des choses qui sont établies, c'est inadmissible de continuer à faire autrement. Il y a des choses qui ne sont pas établies, et bien on n'a qu'à tous bosser pour avancer. Donc le message il est là. Si Fanny a vu passer une ou deux questions, je dois être pile à l'heure. Si Fanny a vu passer une ou deux questions, on peut y répondre. Sinon, vous mettez votre question sur la page et on y répondra tranquillement après. Un grand merci à tous de votre attention et j'espère que vous avez compris que la Smarter Implantologie, ce n'est pas du conventionnel. Je ne vais pas vous donner des recettes, je ne vais pas vous montrer des techniques, des matériaux ou des matériels dont on pense que l'activité est exceptionnelle. Je vais vous ramener sur les bases de l'activité médicale qui est comment on rend le meilleur service à son patient de la façon la moins lourde, la moins invasive, la moins risquée possible. Et s'il y a moins de glorioles, tant pis. C'est le message. Ceux qui ont envie, ils vont suivre. Merci beaucoup. Et à jeudi prochain pour ceux qui ont envie de voir la suite. Fanny, on ne t'entend pas. Hop. Oui, est-ce que là, c'est bon? Oui, je t'entends. Ok, merci beaucoup Jean-Pierre, c'était très intéressant. Il y a un petit décalage avec Facebook, donc si vous avez des questions, je vais patienter 30 à 40 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que ce message vous parvienne. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire maintenant. Ou alors, comme l'a dit Jean-Pierre, vous pouvez les écrire un peu plus tard et puis on y répondra avec plaisir. Donc j'attends, je vois vos commentaires. Et donc il y a des chouettes messages. Merci beaucoup pour tout. Je vous remercie. Vos messages sont très sympathiques. Je patiente un petit peu le temps que vous entendiez ce message. Merci à tous. Merci pour vos remerciements. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions qui viennent, mais je pense peut-être que on a beaucoup de merci, Jean-Pierre. Merci à vous tous. Beaucoup de merci. Donc, je pense qu'on va clôturer la session. La semaine prochaine, Jean-Pierre, est-ce que tu veux oui, alors, qu'on va faire la semaine prochaine? Le message principal, il était celui que je voulais vous prendre le temps de vous passer aujourd'hui pour que vous ayez bien compris l'orientation. On n'est pas dans un truc technique, on n'est pas dans un cours comme les autres, on n'est pas dans je me fais plaisir à vous montrer que je fais ci ou que je fais ça. D'ailleurs, en général, je présente très peu de cas cliniques parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je présente essentiellement des principes. Donc, si ça vous intéresse, la semaine prochaine, on va aborder un sujet qui est vraiment le sujet passionnant. Parce que tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, c'était l'ostéo-intégration nous permet ça. Mais en gros, l'ostéo-intégration, c'est quoi? L'ostéo-intégration, c'est qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? L'ostéo-intégration, c'est est-ce que c'est variable selon un certain nombre de critères? Et est-ce que cette variation nous permet,
parce que c'est ça qui nous intéresse. Une fois qu'on a compris les principes, et en particulier les principes biologiques, parce que l'osseointégration, c'est de la biologie, ce n'est pas du boulon vissé dans un mur, c'est un produit intégré dans des tissus vivants, et donc qui se comporte en interaction avec les tissus vivants. Eh bien, on a appris beaucoup de choses, et ce beaucoup de choses permet aussi de modifier beaucoup des recommandations qui ont été données il y a 40 ans, et qui sont malheureusement encore beaucoup utilisées. Ça touche le nombre des implants, ça touche les délais de cicatrisation, ça touche les dimensions des implants qu'on peut utiliser, ça touche extrêmement, extrêmement beaucoup de domaines. Et une fois qu'on les a compris et qu'on tire bénéfice de ce que l'on a appris, on change beaucoup sa pratique et ce changement est là aussi une nette amélioration par rapport à ce qui est classiquement recommandé depuis 40 ans et de ce qui est encore malheureusement fait beaucoup dans beaucoup d'endroits. J'ai oublié d'ajouter un truc, c'est que pratiquement ça diminue toutes les techniques dites d'augmentation osseuse préalables à la pose d'implants que je pratique pratiquement plus depuis au moins une dizaine d'années, voire plus.